La machination mondialiste, démasquée par quelques-uns depuis un certain nombre d'années, apparaît désormais au grand jour, y compris chez des merdias qui jusque-là faisaient comme si de rien n'était, mettaient de côté toutes les vraies informations pour servir le message, le message des oligarques, le message des mondialistes, afin de faire croire à la population mondiale, pas seulement la population française, afin de faire croire à des événements comme cette fausse pandémie et ainsi contraindre les gens à des acceptations anormales contre nature, acceptation d'injection, alors que l'on sait à présent, ça a été démontré par les scientifiques, ça a été démontré par les statistiques, que ces injections n'étaient absolument pas destinées à prévenir une pathologie, mais au contraire à alimenter les caisses des fonds d'investissement, lesquels fonds d'investissement enrichissent un certain nombre d'oligarques que l'on regroupe parmi les mondialistes. Petite parenthèse, il ne faut pas confondre le terme mondialiste, qui est en réalité un terme qui qualifie la mainmise d'un groupuscule de personnes, surtout des gens qui détiennent toutes les finances mondiales, la mainmise sur les affaires du monde, sur les échanges du monde, sur les équilibres géopolitiques du monde. On le voit depuis la fin de la dernière guerre mondiale. On a assisté à la guerre froide. Ensuite, après l'écroulement du bloc soviétique en 1989, à partir de 1991, on a vu effectivement toute cette action souterraine se mettre en place, action souterraine qui est orientée par notamment le Forum économique mondial qui se trouve à Davos et par un certain Klaus Schwab dont je parlais récemment. À ne pas confondre, le mot mondialiste ne peut pas être confondu avec le mot universaliste. Il s'agit là d'un mot à connotation humaniste, c'est-à-dire l'universalisme, c'est en quelque sorte prendre en compte toute la vie, prendre en compte toutes les diversités qui sont présentes sur cette planète, les diversités humaines qui sont présentes sur cette planète. Il n'y a pas une action hégémonique ou de coercition ou de domination sur les individus, comme c'est le cas avec cette démarche mondialiste que nous subissons de plein fouet depuis 2 ans. Je l'ai déjà répété, mais nous arrivons à une confluence, à une croisée des chemins extrêmement importante, ce que j'appellerais un carrefour de liberté pour l'humanité. Pourquoi? Parce que ce qui a mis tant de temps à avancer, c'est-à-dire la prise de conscience par, pardonnez-moi, les endormis, les apathiques, les léthargiques, mais cette prise de conscience, elle finit quand même par gagner du terrain. Or, lorsqu'on examine le rapport de force entre ces mondialistes, ces capitalistes financiers et la grande masse de la population humaine, eh bien, on s'aperçoit que même s'ils détiennent la force policière, la force militaire, parce qu'ils ont phagocyté un certain nombre d'États de la planète, c'est notamment le cas en France, on le voit très bien en France, eh bien, que pourront faire ces quelques milliers, dizaines de milliers peut-être de mondialistes ultra riches contre 7 milliards, 7,5, 7,8 milliards d'habitants de la planète qui sont saisis par cette prise de conscience, qui catalyse leur énergie, qui galvanise certains, qui les font se dépasser, aller au bout même de ce qu'ils croyaient inimaginable pour eux, c'est-à-dire s'engager dans la lutte contre quoi? Eh bien, contre l'esclavage, contre le servage, contre la soumission. Voilà ce qui se produit. Alors,
je reviens bien sûr au Canada, parce que merveilleux Canada, admirable, extraordinaire. Les mots me manquent pour qualifier ce qui s'est produit au Canada depuis quelques jours, à partir du 23 janvier, lorsqu'on a vu se mettre en place ces fameux convois de la liberté qui ont traversé le Canada, ce vaste territoire nord-américain où il fait particulièrement froid en cette saison. On a des températures, pour l'anecdote, hein, entre -20 et -30. Hein. Donc, effectivement, c'est l'endroit où la prise de conscience s'est cristallisée, c'est bien là, c'est bien au Canada. Et pourtant, le Canada a affaire notamment à deux psychopathes notoires. Trudeau, Justin Trudeau, qui se plante parce qu'il tremble. On ne sait pas où il se plante, mais parce qu'il tremble face à la puissance de la présence du peuple dans la capitale, à travers le siège qui est fait par les camionneurs, mais pas que les camionneurs. Vous savez, il y a dans cette affaire du Canada, il faut bien comprendre, contrairement à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, par exemple, en France, il y a un soutien de la police. C'est un soutien implicite, tacite. Vous voyez, ou alors lorsque la police ou alors les autorités font appel, comme j'ai vu passer cette information, ils font appel à des engins de travaux publics pour dégager les routes ou les autoroutes qui sont bloquées. Que font les conducteurs de ces engins de travaux publics? Eh bien, quand ils sont réquisitionnés et qu'ils arrivent sur les lieux, par solidarité avec les camionnards, eh bien, ils s'associent au mouvement des convois de la liberté. Donc, c'est très important ce que je vous dis là, parce que le pouvoir en place au Canada n'a plus d'autorité réelle sur les forces publiques. Les forces publiques entendent d'abord la voix du peuple et non plus la voix de dirigeants corrompus, discrédités, disqualifiés. Je vois également une image, je ne sais pas si elle est récente, c'est une réunion, je ne sais où elle se trouve, je ne peux pas la situer également dans le temps, mais je vois cette petite vidéo qui est passée sous mes yeux. On voit le président chinois, Xi Jinping, qui est assis, et puis on voit un peu plus loin le président du Brésil, Bolsonaro, et on voit arriver Trudeau, sémillant Trudeau. Trudeau ne regarde pas un bref instant du côté du président chinois, mais il s'aperçoit que de l'autre côté, il a le président brésilien Bolsonaro. Et au moment où il tend la main vers le président Bolsonaro, que fait Bolsonaro? Eh bien, ostensiblement, il tourne le dos à Trudeau et serre la main d'un autre président qui était juste à ses côtés pour bien signifier à Trudeau qu'ils ne sont pas dans le même camp, dans le même état d'esprit. Ça ne veut pas dire que je soutiens Bolsonaro, hein, le président du Brésil. Hein, on peut lui faire pas mal de reproches à celui-là. Mais il n'empêche, c'est arrivé à Macron, à un moment donné, il se trouvait entre Angela Merkel, Vladimir Poutine et Erdogan, le président de Turquie. Quand est arrivé Macron, les trois lui ont tourné le dos et sont partis avec une forme de dédain, de mépris pour sa personne. Il faut bien comprendre que nous avons en les personnes de Trudeau et de Macron deux déviants. Mon propos est de dire que ce qui se passe au Canada a été le déclic, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'exemple dont avaient besoin de nombreux pays, ce qu'on attendait d'ailleurs de la France, hein. Mais la France est restée relativement apathique. Je vais dire un mot par exemple de l'implication, de la non-implication plutôt des syndicats. Eh bien c'est arrivé chez nos cousins canadiens. Donc la réaction des Canadiens a fait très rapidement des émules. On a vu cette réaction au Brésil, on a vu cette réaction en Australie, de triste réputation l'Australie, vraiment. Et ces dirigeants vont avoir beaucoup de difficultés désormais à justifier leur politique criminelle
en matière d'injection, parce que l'Australie, comme en Israël, fait face à une flambée d'effets secondaires indésirables et surtout une flambée de décès après injection. Ce ne sont pas les seuls pays qui se trouvent confrontés à cette catastrophe. L'action des Canadiens, des camionneurs canadiens principalement, a fait tache d'huile à travers le monde. On l'a vu en Europe où les camionneurs un peu partout se mobilisent. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et également en France. Alors les Français, les camionneurs français, j'aimerais que certains cessent de leur jeter la pierre. Ils sont soumis à une législation qui les fragilise puisqu'ils risquent de perdre leur permis de conduire. Par contre, dès aujourd'hui, ce vendredi 4 février, et probablement que ça va durer dans le temps, eh bien des opérations escargots sont d'ores et déjà enclenchées un peu partout sur le territoire français. Donc ils vont participer, ils vont ralentir, l'objectif étant toujours hein, d'appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le porte-monnaie de l'État. C'est-à-dire qu'il faut bloquer l'activité économique. C'est toujours ainsi que les mouvements sont parvenus à gagner, bloquer l'activité économique. J'ai en mémoire mai-juin 1968. Après ces événements de mai-juin 1968, Pompidou a été contraint à la négociation et je me souviens que le SMIC a été augmenté d'un coup d'un seul de 30%, ce qui était quand même important, c'était une victoire. Alors je rebondis un instant sur l'absence retentissante, éclatante, merveilleuse absente, pardonnez-moi, hein, je suis dans le sarcasme, euh, dans un humour noir. Où sont les syndicats français? Oh, je ne parle pas de la CFDT, hein, n'est pas un syndicat, c'est une courroie de transmission de tous les pouvoirs. Donc ils avalisent tout, ils sont d'accord, ils sont parfaitement d'accord avec Macron. Quand Macron a imposé les lois Khomri pour étrier le code du travail, eh bien la CFDT a été le premier syndicat entre guillemets à signer l'accord qui voyait les droits des salariés français laminés d'un coup, d'un seul. Je rebondis à nouveau sur ce terme de droit. Chaque jour, lorsque vous entendez Macron ou un de ses sbires, peu reluisant ces sbires, alors je reviens, je voudrais dire à ce propos, quand on parle de droit, mais pour M. Macron, les Français jouissent de trop de droits. Il faut donc passer d'une société de droit, d'un État de droit, à un État de contrainte, c'est-à-dire à un État de devoir, c'est-à-dire que, eh bien, il officialise le fait, ce petit freluquet, sans grande envergure, sans aucune épaisseur, il avalise le fait qu'il instaure la dictature en France. Voilà, il veut une société de devoir. Et non, ça n'est pas ça une société. Une société, c'est quoi? C'est des êtres humains qui se disent, plutôt que de se taper dessus, de se nuire, d'être en conflit permanent, eh bien, on va organiser notre vivre ensemble. Et notre vivre ensemble, c'est quoi? Eh bien, c'est un équilibre entre les droits et les devoirs. Mais les droits sont sacrés. Les droits sont sacrés. En tout cas, un droit est sacré, c'est la liberté. La liberté. La liberté qui est particulièrement mise en cause par Macron. Bon, souhaitons que les Français, une majorité de Français, y compris ceux qui auront eu la naïveté, on va dire, la naïveté de voter pour ce psychopathe, bon, le jette dehors dès le 10 avril, parce qu'il a fait suffisamment de mal à la société française, aux Français. Vous savez, je pourrais énumérer toutes les personnes qui sont exposées aujourd'hui, qui vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse permanente. Vous prenez par exemple, les demandeurs d'emploi, les chômeurs.
à qui on a rogné les droits. Mais avec quoi vont-ils vivre? Avec quoi vont-ils vivre, les chômeurs? Même chose, on veut contrarier les futurs retraités. Mais voyons, il n'y a plus, j'avais écrit ça il y a 10 ans, 15 ans. Quelle perspective vous donnez à ces gens-là alors que vos sociétés capitalistes réduisent d'année en année le nombre d'emplois dans leurs entreprises et ils préfèrent faire des bénéfices en boursicotant à la bourse, en spéculant, en s'attachant les services de fonds d'investissement comme les BlackRock, comme les Vanguard, etc., etc., comme les McKinsey, par exemple, McKinsey, cabinet de conseil qui nous prend notre argent, 700 000 euros pour conseiller Véran. A-t-on besoin de dépenser une telle somme d'argent pour obtenir des conseils d'un cabinet dont on sait qu'il est dirigé par des fils de dirigeants politiques ou de présidents de conseil constitutionnel? Dirigeant politique, c'est le fils de Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sans légitimité puisque non élu, et le fils de Laurent Fabius. Donc bon, ces entreprises, elles ne créent plus d'emplois, mais par contre, elles exercent la contrainte sur des marionnettes, des pantins comme Macron, pour que ceux-ci élaborent des lois qui soient des lois les plus contraignantes pour des salariés qui perdent leur emploi ou qui vont aller à la retraite. On marche sur la tête. C'est renversant d'imbécilité, de débilité. Quand je vois une dame là qui se prétend économiste, qui dirige un pseudo-cabinet qui s'appelle l'IFRAP et qui avance ses solutions, mais c'est renversant de crétinerie, d'imbécilité crasse. Il n'y a plus aucune humanité. Comment voulez-vous donner de l'emploi à des gens que l'on chasse des entreprises à partir de 50 ans et qu'on envoie au chômage, et quand ils arrivent au chômage, on leur dit « Attention, maintenant vous ne gagnerez plus, vous ne toucherez plus autant d'allocations qu'auparavant, il faut vous bouger, bouger, bouger. » Vous bougez dans quoi? Pourquoi? Voilà pourquoi j'ai préconisé, et ça, ça m'irrite au plus haut point, c'est de voir qu'y compris des partis de gauche sont contre ce principe. J'ai préconisé non pas le revenu universel, je préconise le revenu minimum d'existence qui n'est lié à aucune obligation, sans condition. Voilà, revenu minimum d'existence. Tout être humain qui arrive sur cette terre peut être assuré, à partir du moment où il atteint sa majorité, de bénéficier d'un petit pécule qui ne sera pas énorme, il ne va pas être riche, mais au moins d'un pécule qui va lui permettre de vivre décemment. Eh bien non, à gauche on ne veut pas ça, on n'est pas dans cette logique, même des partis qui se disent humanistes. Ah non, non, il ne faut pas avancer la culture de la paresse. Quelle paresse, quelle paresse! C'est tout un monde qu'il faut réorganiser, qu'il faut revoir, il faut le revoir de fond en comble. Donc bon, revenons à la situation actuelle. C'est clair que nous sommes, je l'aurais dit, dans un mouvement de bascule. Je parlais du procès Corona engagé par Rainer Fulmich et toute une équipe d'avocats internationaux qui se basent sur tout un travail d'accumulation de preuves, d'auditions d'experts médicaux qui démontrent effectivement qu'on est en face d'une escroquerie, d'une arnaque mondiale. C'est du jamais vu. Donc bien sûr que aujourd'hui, la vérité pousse tellement fort dans tous les domaines, les conséquences dramatiques de ces injections forcées sont telles qu'elles ne peuvent qu'apparaître. Ça déborde de toutes parts, ça transpire partout. On voit maintenant, y compris des gens qui ont été crédules, naïfs, à qui on veut faire croire des médecins coupables qui devront rendre des comptes devant la justice, parce qu'il y a nombre de médecins qui sont coupables. Quand je pense par exemple à ce Delfrécy,
qui préside soi-disant le comité scientifique qui conseille Macron, mais ce Delfrécy croule sous les conflits d'intérêts. C'est un agent des labos, des labos. C'est un agent des labos. Quand on examine la situation de Pfizer croule sous les procédures judiciaires, a été condamné à des sommes exorbitantes pour avoir falsifié des données, pour avoir corrompu des autorités. Je lisais également une information, un fabricant de ces vaccins qui est en surchauffe parce qu'il produit, mais il n'arrive plus à écouler. Et il en est arrivé à dire, ben oui, écoutez, s'il faut vacciner les chiens, les chats, les bestioles, mais moi, il faut écouler ce stock. Moi, je ne peux pas conserver. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà où l'escroquerie conduit. Je vous l'ai expliqué. Quand on commande des milliards de doses, hein, c'est quoi? C'est pour effectivement ponctionner les deniers publics, ponctionner les ressources financières publiques des États. Ni vu ni connu, je t'embrouille, les labos se font des profits et leurs actionnaires de profits colossaux en l'espace de 2 ans. Je redis là, ce que les labos Pfizer, par exemple, gagnent 1000 $ par seconde. Pfizer a gagné dans la dernière période d'un an 34 milliards, je crois, de dollars de profit. Ah, il se porte bien. Voilà cette petite prise de parole pour vous resituer les événements, vous dire que de toute façon, maintenant, le dénouement, bah, c'est l'affaire de quelques semaines, voire quelques mois. Le dénouement, je pense qu'il s'accélérera à partir du moment où la France donnera un message extrêmement puissant le 10 avril, c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle. C'est là où j'indique à ceux qui sont totalement inconscients et qui ne veulent pas aller voter, ils risquent de contribuer au maintien d'un psychopathe à la tête de l'État français. Il faut aller voter en masse. Je suis moi-même un abstentionniste dans certaines circonstances, je l'ai déjà répété, mais là, il faut aller voter en masse, d'autant qu'il y a un risque majeur de fraude, on le sait. Donc, voter en masse et mettre en place tous les moyens pour contrôler le scrutin, le bon déroulement du scrutin le 10 avril prochain. Je ne veux pas être plus long, je ne veux pas bavarder davantage. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. Quelles que soient vos convictions politiques, quelles que soient vos croyances philosophiques, religieuses ou spirituelles, dès lors que vous êtes un être humain ouvert, tolérant, j'ajouterai souriant par rapport à l'opinion des autres. Continuez à cultiver le bien-être. Hein. Ça, c'est un rempart extrêmement puissant contre la malveillance, surtout la malveillance macronienne. Et la malfaisance, bien sûr, de tous ces sbires. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous et portez-vous bien.